De mémoire, je pense que c'est l'association Dignitas mentionnait quand même, puisqu'il y a quand même une pratique en Suisse de plusieurs décennies, mentionnait des ratés pour 10% des personnes. 10%, c'est énorme. C'est terrible ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce que je vais devoir tuer quelqu'un ? Pour moi, c'est terrible. On ne tue pas comme ça quelqu'un qui vous le demande. Bonjour Éric Mercier. Bonjour Kate. Merci d'être là. C'est moi qui te remercie vraiment. Alors pourquoi ta présence aujourd'hui? Et si tu peux te présenter en 2 mots, qui tu es pour les spectateurs qui nous regardent, et pourquoi ta présence à ce week-end des 3e rencontres citoyennes internationales à Vierzon? Éric Mercier, un vieil infirmier du siècle dernier, très inquiet car ma carrière risque d'exploser en plein vol avec le futur projet de loi euthanasie. Et pourquoi ta présence aux 3e rencontres citoyennes internationales? Alors ma présence, c'est pour alerter sur le contenu de la loi, article par article. Il y a certains alinéas qui doivent être connus du grand public. Il y aura un avant, un après si cette loi est votée. Ça ira bien au-delà des problématiques basiques d'euthanasie. On partira vraiment sur une euthanasie de masse et la mise en pratique de l'euthanasie par les soignants va provoquer une évaporation ou une accélération du bouquet final de la fuite des soignants. C'est absolument certain. Alors cette année, ces 3e rencontres, cette 3e édition s'étale sur tout un week-end et demain, dimanche 1er février, il me semble qu'une table ronde consacrée justement à cette loi sur l'euthanasie est prévue. Est-ce que c'était important de lier à la fois cette crise du Covid, les effets indésirables des injections avec cette future loi qui arrive bien évidemment? Clairement, j'ai conscience d'être un peu porteur de mauvaises nouvelles, mais cette fameuse crise du Covid, que certains ont appelée crise sanitaire, est vraiment une répétition générale. C'était vraiment une répétition générale. Alors il y a une phase visible qui est le fameux décret Rivotril du 28 mars 2020, mais en fait maintenant ça va aller beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qu'on a oublié en fait en juillet 2019, c'est Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'est un peu le patient numéro 1. Il est mort en 9 jours avec du midazolam, plus connu sous le nom d'hypnovel, une molécule qu'on utilise pour faire des sédations profondes et continues jusqu'au décès. À l'époque, la ministre de la Santé, Madame Touraine, avait dit « j'ai protégé les soignants autour, juridiquement, du cas Vincent Lambert ». Elle avait expliqué tout ça dans une commission parlementaire, je crois, à l'Assemblée nationale. Et son papa, Monsieur Touraine, lui, nous explique quelques années plus tard, que de toute façon, le projet de loi euthanasie sera, à développer, à maximiser année après année. Il utilise le terme de la technique dite du pied dans la porte, où au début on prend une petite loi et ensuite, on ira davantage vers les enfants, les gens en maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Entre deux, juillet 2019, départ de Vincent Lambert, 28 mars 2020, 9 mois plus tard, le lancement du décret Rivotril. Le Rivotril, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de midazolam disponible. Et on lance un protocole de fausse sédation, un protocole qui va tuer des personnes âgées dans les EHPAD parce qu'on a interdit aux médecins de soigner. Pour rappel, à l'époque, quand même, la présidente de la Société française de soins palliatifs, Madame Fourcade, indiquera qu'il ne s'agit pas d'euthanasie. Pourtant, si, le décret Rivotril, c'est de l'euthanasie. On sait qu'un benzodiazépine, du Rivotril, chez quelqu'un qui est insuffisant respiratoire, ça le tue. C'est écrit sur la boîte. Et puis va se maximiser davantage d'utilisation de benzodiazépine puis de midazolam. En octobre 2020, c'est la question numéro 32 976 posée par monsieur Falorni, le fameux député qui est à l'origine de la promotion de cette loi sur l'euthanasie. Eh bien le député Falorni, octobre
2020, personne ne parle de vaccin à l'époque, personne ne parle de soignants suspendus, on est encore sur les confinements, les variants. Eh bien, ce député demande dans sa question 32 976, vous irez vérifier, au ministre de la Santé si les stocks de midazolam et les stocks de Rivotril sont bons, pour être sûr que l'on puisse injecter les gens. En fait, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Tout simplement que le précédent s'installe et que petit à petit, dans les pratiques, on se mette à sédater à tout va. Là, on est en octobre 2020, mais on arrive tranquillement courant 2024, où là, il s'agit pour lui de dire, avec d'autres députés, écoutez, la pratique de sédation s'installe de plus en plus. Donc, on pourrait peut-être, puisqu'il s'agit d'une euthanasie officieuse, je ne dis pas que ce sont ses paroles, mais c'est ce que ça sous-entend, c'est ce que moi j'ai compris. Eh bien, on pourrait peut-être passer à une euthanasie officielle, d'où ce projet de loi euthanasie. Il y a véritablement un lien chronologique qui va nous emmener malheureusement beaucoup plus loin sur la problématique d'euthanasie de masse et de prélèvement d'organes. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer, le midazolam, à la base, il est prescrit dans quelles conditions ? Alors, le midazolam, à la base, c'est un bon médicament. Il est prescrit pour sédater, endormir les gens au bloc opératoire ou en anesthésie réanimation. C'est un sédatif qui a une demi-vie courte. On peut endormir les gens de façon légère ou profonde, mais alors, tout dépend du poids de la personne, de ce que l'anesthésiste souhaite faire, mais il peut endormir des personnes sur 20 minutes, 40 minutes, 2 heures. Voilà. C'est un bon médicament qui doit être utilisé dans les règles de l'art. Et le maître de l'anesthésie, c'est l'anesthésiste ou l'infirmière ou l'infirmier anesthésiste. Et quand ils utilisent bien le midazolam, tout va très bien. Le grand problème, c'est que cette molécule, on la retrouve aussi dans les injections létales dans les prisons américaines. Le grand professeur anesthésiste réanimateur Joël Zivot, Z-I-V-O-T, je précise toujours mes données parce que j'ai envie que vous puissiez aller vérifier. Joël Zivot, qui est anesthésiste réanimateur au Canada, a pratiqué plus de 300 autopsies sur donc les injections létales dans les prisons américaines, notamment au midazolam. Et il a démontré, lui-même en tant qu'utilisateur de midazolam, en tant qu'anesthésiste réanimateur, il a démontré que lorsque cette molécule est utilisée sur des concentrations trop fortes, son acidité provoque un œdème pulmonaire. Et ça attaque la paroi des poumons, les poumons se remplissent d'eau et la personne meurt par noyade, par asphyxie. Et c'est en cela que je suis aussi porteur de mauvaises nouvelles et j'y vais doucement. Je suis vraiment désolé pour les familles, les gens qui entendent et qui sont inquiets parce qu'on leur a dit non, on les sédatera, on les fera dormir, tout se passera très bien. Les chiffres de Joël Zivot qui remontent à 2014, c'est 84% d'œdème pulmonaire. C'est pas les miens, c'est Joël Zivot. Alors on pourrait se dire, oui, bon, écoutez, vous avez un médecin qui a l'air d'être expert aux États-Unis, c'est vous qui dites ça, c'est lui qui dit ça. Non, allez sur Twitter, sur la page Twitter de Jackie Devoy, écoutez mademoiselle Alicia Duncan et vous tapez midazolam, Jackie Devoy, Twitter, et vous vous rendrez compte que les Anglais, depuis plus de 20 ans, crient au scandale par rapport à cette molécule. On va parler de cette loi, ce projet de loi et cette loi qui va être votée vraisemblablement sur l'euthanasie. Sur quoi porte-t-elle exactement et pourquoi elle constitue un danger pour nous tous finalement ? Alors, le principal danger, en fait, il est à 2 niveaux. Dans le premier des dangers, c'est au niveau de l'article 2, où il est indiqué très clairement, je vais vous le lire, article 2 qui mentionne une protection juridique pour les soignants dans le cadre de l'article 122.4 du Code pénal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le 122.4 du Code pénal, c'est l'article qui protège un policier qui a été contraint de faire usage de son arme et qui a tué quelqu'un. Si sa procédure est parfaite, et c'est toujours un drame de toute façon, l'article 122.4 va dire au policier, oui, vous avez commis un meurtre, mais nous vous déclarons irresponsable pénalement. C'est le principe du 122.4. Eh bien, nous, les soignants, nous allons être intégrés au 122.4. On nous dit, vous allez pouvoir tuer quelqu'un, mais dans le cadre de la procédure, si elle est parfaitement respectée, vous serez déclaré systématiquement innocent. Alors, qu'est-ce que ça signifie
si la procédure est parfaitement respectée? Alors, ça signifie qu'il va falloir appliquer à la lettre le protocole prévu par ce projet de loi 2041, anciennement 661. Et le protocole va nous donner, par exemple, des éléments un peu catastrophiques. Il y a, par exemple, dans l'article 9, un article qui dit l'infirmier, le médecin, vérifie que la personne qui demande son euthanasie est toujours OK. Très bien. Mais ce même article 9 mentionne vérifie et veille. Et ça veut dire que c'est une obligation. L'infirmier que je suis, je vais devoir veiller à quoi? Veiller à ce que les personnes qui accompagnent le futur euthanasié, de par leur comportement, ne lui feront pas changer d'avis. Concrètement, ça veut dire que avant d'aller tuer quelqu'un qui m'aura confirmé oui, vous pouvez me tuer, je devrais faire attention à ce que la maman, le mari, le papa, le fils, le frère, la sœur ne reniflent pas trop avec ses sanglots, qu'il soit suffisamment silencieux, parce que ça risquerait de faire modifier le choix de la personne qui a demandé à être euthanasiée. Donc, ce qui signifie que une fois le patient ayant pris sa décision finalement à mourir, sa décision de mourir, d'être tué, c'est ça, il ne peut pas, entre guillemets, revenir sur sa décision. C'est comme si c'est une décision sine qua non, en quelque sorte. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Alors, moi, je subodore qu'à la dernière minute, la personne pourrait dire « Non, écoutez, j'ai changé d'avis ». En général, on est, à mon avis, dans ce type de cas de figure, sur des personnes qui ne changent pas d'avis. Mais moi, ce qui me choque, c'est mon comportement vis-à-vis des accompagnants. Par exemple, il y a d'autres choses choquantes. Mais vis-à-vis des accompagnants, je vais leur demander de se taire. Parce que c'est inscrit dans la loi, et veille à ce que les personnes qui accompagnent ne fassent pas modifier le désir de la personne qui va être euthanasiée. Ça a l'air d'être un petit taille comme ça, mais en fait c'est parlant, parce que ça veut dire que je dois être un monstre pour calmement dire à quelqu'un... d'autoritarisme, là, de totalitarisme même On peut tout à fait imaginer un gamin de 18 ans et un jour, épileptique chronique, qui a été victime de grand mal épileptique, qui est passé par la réanimation, qui est en échec scolaire, potentiellement amoureux, qui ne peut pas avoir de véhicule parce qu'avec les traitements anti-épileptiques, vous n'avez pas d'assurance, et qui décide du jour au lendemain de dire c'est trop dur, j'arrête mes traitements. Ça n'est pas un problème psychologique. Là, pour le moment, les gens qui n'ont que des problèmes psychologiques sont exclus de l'éligibilité. Quelqu'un qui a un traitement chronique, lourd, qui handicape totalement sa vie et qui remet en cause, là, c'est là où je voulais en venir, sur le deuxième danger, c'est sur l'article 4. Être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de la santé de la personne, qui affecte sa qualité de vie, virgule, ou en phase terminale. Eh bien, tout ce que je viens de vous préciter, qui a été vendu comme des garde-fous cumulatifs, correspondent en fait à la description des 35 millions de maladies chroniques en France. Ce qui n'est pas 35 millions de Français. C'est 35 millions de maladies chroniques où on va être à minimum entre 7 à 17 millions de personnes. Eh bien, un jeune épileptique chronique qui est vraiment dans un très 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 mauvais état peut rentrer potentiellement dans l'éligibilité. Eh bien, lui, lorsqu'il arrivera, je vais demander à sa maman, à son frère, à sa sœur, à son papa, de ne pas pleurer trop fort. Je veille à ce que les gens soient suffisamment discrets dans l'accompagnement pour, éviter qu'ils ne changent d'avis. Mais quel soignant va pouvoir tenir ce genre de posture une fois, deux fois? Et si ça n'est pas respecté, il est possible qu'un des membres de la famille dise, par exemple, et la jurisprudence s'installera, vous verrez, ma maman, ou je pleurais très fort, on a tout fait, on criait, on pleurait, on lui demandait de ne pas s'euthanasier, vous auriez pu nous laisser lui parler, lui dire un peu plus que c'était une folie, etc. Et vous avez quand même injecté, et potentiellement, on verra ce que la jurisprudence dira et elle arrivera, mais l'infirmière ou le médecin pourront potentiellement être accusés de ne pas avoir respecté la procédure, donc de ne pas être protégés par le 122.4, donc d'être attaquables pour assassinat. Alors là, on est dans le cas où le patient est conscient. Dans le cas où le patient n'est pas conscient,
Comment ça se passe ? C'était un peu le cas finalement que tu as cité de Vincent Lambert, où ça a soulevé de grandes distorsions au sein de la famille. Oui. Là, ça va être très très compliqué. A priori, pour le moment, les personnes non conscientes ne sont pas concernées. Parce que dans la procédure, on nous met des garde-fous. Il faut que la personne ait pu transmettre son message, si nécessaire, de toutes les façons appropriées possibles et imaginables. Donc, ce qui nous met à penser que des personnes potentiellement déficientes mentales, si on leur a donné toutes les informations et qu'on les a priori mis à la portée de leur compréhension, ça passerait. Moi, ça me pose vraiment un problème, quoi. Ensuite, il va falloir que la personne donne sa réponse au bout de 2 jours, minimum 2 jours, et si au-delà de 3 mois elle n'a pas donné sa réponse, la procédure revient à 0. Et puis ensuite la personne, il faudra qu'elle valide le jour de l'injection. Oui, je suis toujours d'accord. Donc on peut supposer pour le moment qu'une personne inconsciente sera en dehors. Le problème, c'est qu'une personne inconsciente en ce moment, une collégialité peut décider, dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, de basculer en sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il faut au minimum qu'il y ait un moratoire de poser sur l'usage médicamenteux qui est fait, notamment du midazolam, comme je vous en parlais, pour le risque d'œdème pulmonaire. Pourquoi utiliser de la scopolamine, un anticholinergique, pour avoir un flux bronchique plus épais alors que ça provoque des cauchemars et des hallucinations? Pourquoi, dans certains cas, la plupart des cas, stopper l'hydratation? Évidemment, c'est parce qu'il y a un risque d'œdème pulmonaire, mais on vous dit non, il y a en fait un risque de fausse route. Mais pourquoi provoquer de la déshydratation par le biais de furosémide? Nous, on le voit très très bien avec les dossiers qu'on a reçus avec des gens qui ont des hématocrites à 52. On sait très bien qu'il y a déshydratation avérée. Ça, c'est contraire au résumé de caractéristiques de produits de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Il y a des pratiques qui deviennent plus que douteuse, pour ne pas dire, j'ose le dire carrément, barbare, mais dans le silence du patient qui est sédaté, dans le silence des familles qui ne comprennent pas, et dans le silence d'un bon nombre de médecins, d'infirmières qui ne comprennent pas non plus, et puis d'autres qui savent et qui préfèrent passer sous silence tous ces éléments-là. Mais pourtant, l'aide à mourir existe déjà depuis quelques années en Suisse, par exemple, et on sait que des personnes du monde entier s'y rendent pour mettre fin à leur vie. C'est aussi, alors là je me fais un peu l'avocat du diable, Oui. Pardon Eric, Oui. mais c'est aussi une demande de certaines personnes qui veulent finalement finir plus rapidement avec leur souffrance. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas le voir peut-être comme une solution? Je ne suis pas en train de dire que je suis pour tout à fait. l'aide à mourir. C'est une très bonne question. Mais effectivement, c'est une vraie question. Il y a des gens qui le souhaitent. Alors, sur la Suisse, on est sur du suicide assisté. C'est-à-dire que la personne va s'injecter ou avaler, déglutir elle-même un produit. Et elle ne souhaite pas le faire seule. Elle a besoin d'être sûre que quelqu'un puisse l'aider. Donc, il y a des structures et ça se fait en présence de quelqu'un. L'association Dignitas, de mémoire, je pense que c'est l'association Dignitas, mentionnait quand même, puisqu'il y a quand même une pratique en Suisse de plusieurs décennies, mentionnait des ratés pour 10% des personnes. 10%, c'est énorme. C'est énorme. Donc je reviens sur cette problématique de moratoire sur les médicaments qui sont pris. C'est compliqué, une personne ne meurt pas comme ça, c'est compliqué. Ensuite, sur le désir, la volonté de la personne de mourir, mais moi je l'entends. Moi je suis dans l'hôpital depuis 35 ans, j'ai toute ma carrière, j'ai entendu des gens qui voulaient mourir. 9 fois sur 10, pour ne pas dire quasiment 10 fois sur 10, c'est des personnes qui sont sur une problématique de douleur physique, de souffrance, quand on est sur la douleur physique et la souffrance morale. Et lorsqu'on a résolu les problèmes de souffrance et de douleur, et il y a de beaux et bons soins palliatifs
à l'ancienne, qui savent très bien stopper la souffrance, la douleur, les gens ne veulent plus mourir. Mais quand bien même on irait vers une personne qui serait réfractaire à des traitements d'antidouleurs et qui dirait j'ai besoin, je souhaite, je réclame la mort, etc. C'est terrible ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce que je vais devoir tuer quelqu'un ? Pour moi, c'est terrible. On ne tue pas comme ça quelqu'un qui vous le demande. Alors, il y a une autre approche qui s'appelle le suicide. Moi, quand j'étais pompier de Paris, j'ai vu un peu toutes les techniques possibles et imaginables de suicide. Pour moi, le suicide est vraiment un malheur, une catastrophe. J'ai des amis, j'ai des proches qui se sont suicidés. Je connais ce sujet-là. C'est terrible, notamment pour les familles, les amis. Mais ils ne sont pas allés demander à quelqu'un de les tuer. Ils ont fait leur suicide eux-mêmes. J'ai vu un jour, je me souviens, c'était terrible, une dame qui avait une vie, mais une vie de souffrance impossible à résumer. Je pense que tous les malheurs du monde, cette pauvre dame, elle les avait eus. Et un jour, elle me dit, de toute façon, je veux mourir. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Elle était à un état quasiment entièrement paralysé, même si elle pouvait encore boire et s'alimenter. Elle était, on va dire, extrêmement grabataire. Et elle m'a dit, mais de toute façon, je vais me suicider. Je lui ai dit, mais madame, il faut que je vous aide. J'agissais avec humanité, mais je comprenais bien que mon projet pour elle ne portait pas. Elle m'a dit, vous êtes sympathique, mais avec la vie que j'ai eue, non, c'est terminé, maintenant je veux mourir. Donc je n'allais rien pouvoir faire. Et elle ne m'a pas demandé de la tuer, parce que de toute façon, je n'aurais pas pu. Et puis, c'eût été quelque chose de forcément violent, c'est pas possible. Et elle m'a dit très calmement, mais je sais très bien ce que je vais faire. Et je sais que je vais mourir, et vous n'y pourrez rien. Alors moi, je me disais, mais elle ne peut même pas sortir de son lit, elle ne va pas pouvoir se défenestrer, elle ne pourra même pas aller chercher un médicament, ni quoi que ce soit. Elle m'a dit, je vais m'arrêter de boire et de manger, et de toute façon, ça va être très long, mais je vais finir par m'endormir, et je mourrai ainsi. Alors, au-delà du fait que c'est vraiment un cas particulier, au-delà du fait que c'est vraiment, une fois de plus, du malheur et de la souffrance et de la douleur, le fait c'est que cette dame, elle est allée jusqu'au bout de son geste et elle est décédée. Et on n'a pas pu, changer quoi que ce soit pour elle. C'était, entre guillemets, son choix. Terrible. Ok. Donc je comprends les problématiques de gens qui disent je veux mourir, voilà, j'en suis désolé. Moi, quelqu'un qui veut se suicider, qui veut se jeter sous un train ou par une fenêtre, je l'arrête. Et j'essaye de le sauver, de le convaincre. Moi, je suis formaté pour pousser vers la vie, vers le sauvetage, vers la protection, attaquer la souffrance, etc. Je ne dis pas à quelqu'un qui veut sauter par la fenêtre, oui, bien sûr, pas de souci, vous préférez pas un TGV ou je vais pas pousser la personne vers la mort. Non, c'est exclu pour moi. Et si en plus on vient me dire ce serait sympa de le faire pour moi parce que j'ai peur de le faire, parce que je peux comprendre, ou je vais pas réussir, ou je suis convaincu que ce sera sans douleur avec des médicaments, ben moi je peux pas tuer quelqu'un. La profession en France qui a un des plus forts taux de risque de suicide, ce sont les vétérinaires. Étonnant quand même. Il faut aller voir l'étude du Conseil de l'ordre, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en 2022. Alors certes, il y a du surmenage, certes, il y a des problématiques diverses et variées, la vie est trop chère, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est des gens qui sont très fréquemment, pour ne pas dire quotidiennement, sollicités pour tuer les animaux. Et là, on va dire, pourtant, ce ne sont que des animaux qu'ils ont tant souhaité soigner, guérir, sauver. Plus fort taux de risque, c'est les vétérinaires. C'est pas neutre. C'est pas neutre, tout ça. Alors revenons à cette loi sur l'euthanasie. Pour l'instant, elle concerne les plus de 18 ans. Est-ce qu'un jour, on peut se dire qu'elle sera aussi appliquée
aux moins de 18 ans? Alors, la Belgique, elle, 12 ans après sa légalisation en 2002, a ouvert aux mineurs à tout âge. Les Pays-Bas, eux, ont décidé en 2005 d'ouvrir l'euthanasie aux nouveau-nés sous certaines conditions. Heureusement, mais... Qu'est-ce que ça signifie aux nouveau-nés sous certaines conditions? On peut... Alors là, pour moi, on se rapproche, je ne dis pas que c'est ça, mais on se rapproche de l'eugénisme, tout simplement. Un petit qui naît, qui est totalement polyhandicapé, il faudrait regarder les conditions aux Pays-Bas, mais on peut le supposer, sous certaines conditions. Mais il n'y a pas de conditions. Le nouveau-né, il naît, et malheureusement, il y a des malheurs, il y a des malformations, il y a des choses. Il n'empêche qu'il est quand même là, il n'empêche qu'il est vivant. Et puis, on va voir comment, jusqu'où la vie peut le porter. Évidemment qu'il faut lutter contre l'obstination déraisonnable. Bien sûr, l'obstination déraisonnable est un scandale. Malheureusement, un petit qui va partir ou qui ne va pas pouvoir survivre, ça arrive très fréquemment et à chaque fois c'est un malheur, oui, mais de là à aller dire aux parents, écoutez, on va s'éviter de la complication, on va s'éviter des semaines, puis on va s'éviter des frais hospitaliers et on va faire ça rapidement. Mais non, on bascule dans quel monde? C'est... non. Donc là, pour le moment, c'est en dehors les propositions. La proposition et les cas d'éligibilité sont pour des gens de plus de 18 ans, français ou résidents depuis longtemps en France, ayant évidemment toutes ces maladies chroniques ou en phase terminale, comme je vous le disais. Mais le docteur Touraine l'a très très bien dit. Il va falloir ouvrir, il l'a très bien dit, ce sera la technique du pied dans la porte. On commence par une petite loi calme et ensuite, tous les ans, on revient continuellement pour ouvrir aux mineurs, aux malades de Parkinson, aux gens en maladie d'Alzheimer, etc. Là, l'Institut européen de bioéthique, catastrophé par le projet belge de 2024, d'élargir l'euthanasie pour les personnes devenues incapables de s'exprimer. Mais à chaque fois, partout, il y a des débordements. Là, j'ai réalisé un courrier à destination des députés pour les alerter. En Espagne, en 2022, 120 greffes d'organes ont été réalisées à partir de 44 euthanasies. Les euthanasies se font directement dans des cliniques chirurgicales. Mais il y a pire. On entend des experts en Belgique et au Canada réfléchir sur le fait que lorsque des gens sont euthanasiés puis être prélevés de leurs organes, il y a deux problèmes. Un, la quantité de médicaments qui sont dans le corps, qui ont suivi l'injection, et deux, le fait qu'il faut quand même attendre quelques minutes que l'arrêt cardiaque soit bel et bien constitué. Et donc, ça fait souffrir au niveau oxygène les greffons. Eh bien, il se pose la question de pouvoir créer une fiction juridique, c'est-à-dire un dispositif réglementaire qui dira probablement à un jeune dépressif, parce que ses organes sont toujours plus intéressants qu'un vieux dépressif de 85 ans qui ne peut plus payer son EHPAD, de dire à un jeune dépressif, êtes-vous OK pour vous considérer comme une personne décédée par vous-même dès lors que vous êtes en anesthésie générale. Et si le dépressif dit « Ok, je me considérerai décédé dès lors que je serai en anesthésie générale », eh bien, il n'y a plus de quantité énorme de médicaments à passer. On peut dépecer vivant la personne en ayant accès à des organes directs qui n'ont pas souffert d'hypoxie, de manque d'oxygène. Mais on bascule dans un monde atroce, dépecer des gens vivants. Certes, c'est déjà abominable, je suis désolé, mais c'est l'état des réflexions actuellement en Belgique et au Canada. Hein. Donc pour le moment, c'est exclu en France, mais d'ici 3, 4, 5 ans, ça va venir. Hein. Eh bien, l'idée, c'est de basculer dans un monde dit de gestion de flux. J'en ai parlé avec d'autres médias. Dès lors que vous avez affaire à une inconnue, c'est très dur pour une activité entrepreneuriale. N'importe quel boulanger ou golden boy, lorsqu'il crée son aventure entrepreneuriale, sa problématique n'est pas de répondre entre l'offre et la demande. Un entrepreneur, il a fait son étude de marché, il est dans son business. Le problème de l'entrepreneur, c'est la gestion des inconnus.
Est-ce qu'il va y avoir un problème météo, un bug, un problème de gestion de stock, une grève quelque part, un problème de camion, que sais-je. Quand il y a une inconnue, c'est le problème de l'entrepreneur. La date et l'heure de la mort, dès lors qu'elle devient une donnée connue, permet de basculer dans une gestion de flux automatiquement. Et puisqu'il y a des demandes, et notamment, pour ne pas dire des besoins qui sont exprimés comme demandes au niveau des organes, eh bien, les choses vont s'organiser, comment dire, d'un point de vue logistique, c'est la phase d'après. Donc on est au début sur une histoire de dignité, on vous vend l'euthanasie comme ça se pratique d'ailleurs en Angleterre, avec des publicités, avec une belle jeune femme dans le métro à Londres qui dit moi plus tard je serai libre de décider de ma mort, merci l'euthanasie. Donc on endort les gens avec ça. En réalité on se dirige vers l'euthanasie de masse avec les maladies chroniques, et en réalité derrière il y a le business de la mort, notamment sur les prélèvements d'organes, c'est-à-dire casser les coûts de la chaîne logistique. Je fais aussi un aparté, Eric, si tu me le permets, sur le don d'organes. C'est que nous sommes tous donneurs d'organes si nous ne nous sommes pas exprimés justement Exactement. contre cette... Il existe le registre national des refus. Et en fait, l'État français dit vous êtes propriétaire de votre corps. Par exemple, on ne peut pas vous tuer ou vous violer. Par contre, nous, on va être propriétaire de vos organes. Ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Il fallait avoir sa carte voilà, de donateur. 2016, en fait. 2016, la fameuse loi Touraine, l'État peut prélever vos organes dès lors qu'il considère que vous êtes décédé. C'est comme ça. Si vous voulez vous y opposer, d'ailleurs, les médecins peuvent le faire même sans prévenir la famille. Ce fut le cas dans le fameux attentat de Nice. Vous avez vu cette avocate qui a témoigné sur Légende. Je veux dire, c'est abracadabrantesque. Là, j'ai envie de dire, ah ben non, là, c'est pas moi, là, cette fois-ci. Écoutez Légende, cette avocate qui explique qu'au tribunal, des familles ont appris que leurs victimes, leurs défunts qui avaient été tués avec cet horrible camion à Nice, lorsque les corps ont été rendus, il manquait des organes, jusqu'à une petite fille de 12 ans à qui on avait retiré son utérus. Non mais, c'est légal. C'est atroce, c'est horrible, c'est légal. Ça s'appelle la loi Touraine, d'accord ? Donc moi j'ai fait quelque chose d'ubuesque pour moi, mais malheureusement je me suis inscrit sur le registre national des refus, tout simplement parce que dans l'idée, moi je veux bien donner mes organes, mais je demande un petit quelque chose en compensation, être sûr à 100% que je suis complètement mort. Alors ça peut faire sourire, mais en fait non, on ne peut pas être à peu près sûr que la personne est décédée. Non, il faut en être absolument sûr. Et donc il y a aussi des problématiques de ce côté-là sur les morts cérébrales. C'est un vaste sujet. C'est une boîte de Pandore. Effectivement. Et voilà. Quel recours peut-on avoir face à cette loi sur l'euthanasie, si c'est possible encore de mener des actions? Alors, eh bien là, peut-être qu'il y en a une. Il y a une action que vous pouvez faire pour m'aider. J'ai créé mon courrier que j'envoie aux 577 députés pour bien leur faire comprendre qu'il y aura un avant, un après. Et qu'il ne va pas falloir, moi je ne veux pas entendre un député qui dise j'ai voté pour, mais en fait c'était parce que ceci, cela, j'avais bien vu qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Non. Le député, lorsqu'il aura voté, ce sera terminé. Il se sera engagé en conscience à ouvrir une boîte de Pandore sur des centaines de milliers de morts sur les 10-15 prochaines années à venir. Donc j'ai rédigé cette lettre où article par article sur les alinéas les plus catastrophiques, j'informe le député que lorsqu'il appuiera sur le bouton, voici les articles, les alinéas qui vont détruire ma carrière. Cette lettre est accessible à l'adresse suivante: suppression projet loi euthanasie @gmail.com. Tout simplement. Suppression projet loi euthanasie @gmail.com. Vous recevez mon courrier automatiquement et moi j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous êtes OK pour envoyer le PDF, le courrier par SMS, par réseaux sociaux
à votre député? Et est-ce que certains d'entre vous sont OK pour l'envoyer en accusé-réception à votre député, puis à me faire parvenir par la suite à cette même adresse une photocopie de l'accusé-réception? Parce que moi, je veux montrer aux députés que leur vote les engage définitivement, parce que leur vote va engager ma carrière définitivement et la vie des gens définitivement en masse. Donc il va bien falloir qu'ils assument devant leur circonscription qu'ils ont validé la problématique de l'euthanasie de masse d'emblée, avec la capacité aux soignants de pouvoir effectuer un meurtre dépénalisé dans le cadre de l'article 122.4. Est-ce que le député a bien compris qu'il s'agit de cela? Est-ce qu'il a bien compris que les électeurs de sa circonscription vont le savoir? Donc, suppression projet loi euthanasie@gmail.com. Si vous voulez m'aider, vous leur envoyez ce courrier. Et puis on va... Je mettrai aussi le lien du courrier. Oui, voilà, je te remercie beaucoup. Et puis voilà, vous pouvez déjà faire ça si vous... Lisez la lettre, regardez par vous-même, voyez ce que vous en pensez. Et si elle vous paraît digne, c'est une lettre qui m'engage moi, qui ne vous engage pas vous. Mais ça m'aide si on est nombreux à les envoyer. Merci Éric Mercier. Et puis j'espère te retrouver très vite sur ma chaîne pour en parler encore plus longuement, parce qu'il y en a à dire. Oui, merci Kate, ce sera vraiment avec plaisir. Merci à vous de soutenir Kate, d'appuyer sur vous abonner, la petite cloche, tout ça. Faites-le, c'est précieux. Merci. À très vite. À très vite.